Enchanté de votre présence, je m'appelle Naël Duédari, je suis hypnothérapeute et astrologue à Palaiseau, pas très loin d'ici. Et donc j'interviens depuis 4-5 ans maintenant sur l'accompagnement, sur les domaines thérapeutiques, l'accompagnement thérapeutique, et notamment donc, tout ce qui a trait à l'astrologie et à l'hypnose. Aujourd'hui, je vais plus vous parler de l'hypnose, puisque c'est une conférence qui va traiter de ce sujet. Je vais plus vous parler de l'hypnose, et notamment le jeu de l'inconscient. Je ne vais pas vous parler de l'inconscient et de ses mécanismes, de comment il fonctionne, et finalement de vous faire passer au maximum les subtilités, tout ce qui peut, ce dont on n'a pas forcément conscience, forcément dans le domaine de l'inconscient, mais tout ce qui peut nous agir d'une façon inconsciente, d'une façon subtile, sans que forcément on s'en rende compte, pour voir finalement comment l'hypnose peut être un passage, on va dire un pont qui va vous permettre de créer des changements dans votre vie, de créer des améliorations, des évolutions, en tout cas, quelque chose qui va vous porter vers davantage de lumière, on va dire, mais sans parler de lumière, on va parler de mieux-être, on va parler de bien-être et de relation avec soi-même. J'aime bien parler de complicité avec soi-même, devenir maître, à la fois maître et complice de soi-même, parce que je trouve que ça résume bien, finalement, les principes de l'hypnose, c'est-à-dire retrouver un dialogue, retrouver une complicité, un échange entre les diverses parties de soi et les divers aspects de soi-même. Alors c'est intéressant, moi je trouve, cette notion de divers aspects de soi-même, puisque vous avez certainement remarqué dans votre vie, souvent on se dit il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je sois comme ci, il faudrait que je sois comme ça. On a plein d'idées sur nous-mêmes, on a plein d'idées sur il faudrait, on a plein d'idées sur on devrait. Et puis on se rend compte avec la réalité que on a beau se dire ça, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça ne change pas toujours. On a beau se le dire, on a beau le savoir, on a beau faire, on est toujours souvent pris dans les mêmes mécanismes, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de se comporter. Moi je trouve ça intéressant, cette partie-là, je trouve ça même fascinant. Comment ça se fait qu'on se dit quelque chose, on pense quelque chose, et puis derrière ça ne suit pas. On se retrouve dans d'autres situations, pris dans d'autres choses. On le sait, on dit oui, mais non. Alors, ce mais non, c'est cette partie de nous qui dit mais non, je la trouve intéressante parce que certains parlent d'ego, certains parlent de petites filles, de petits enfants, enfin, on peut l'appeler de plusieurs façons, mais ça met en tout cas évidemment en lumière qu'il y a une partie de nous qui peut-être voit les choses d'une certaine façon, et puis d'autres parties de nous qui voient les choses d'une façon différente. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on va travailler en hypnose. Enfin, c'est vraiment le cœur de ce sur quoi on va agir en hypnose. C'est-à-dire qu'on va aller voir grâce à l'hypnose quelles sont ces parties de nous qui disent non, et surtout pourquoi elles disent non, ou pourquoi elles disent oui d'ailleurs. Parce que nous on peut très bien dire non avec notre mental, alors que d'autres ont envie de dire oui. Donc c'est là que tout le domaine de l'inconscient commence. Parce que dans tout ce que je vous ai dit, il faut, je devrais ou j'aimerais, on est dans la partie consciente, on est dans la partie de ce que j'ai envie, on est dans la partie de quelque chose dont je suis conscient. Alors que tout ce qui nous amène à faire que non, eh bien là on parle plutôt de la partie inconsciente de nous-mêmes. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, là, par définition, c'est tout ce dont je ne suis pas conscient. Au moment où je vous parle, je suis en train de vous parler, je fais attention à vous, attention à ce que je dis. Je ne suis pas forcément conscient ni des détails de ce qui se passe derrière moi, ou ce que j'ai fait hier ou avant-hier dans ma journée. Voilà.
Pourtant, si je me tourne derrière moi, voilà, je vois qu'il y a un écran. Si je déplace mon champ de conscience sur ma journée d'hier, je vais retrouver facilement les informations. Freud, donc un des pères de la psychologie moderne, qui a travaillé, un de ceux qui a travaillé le plus sur l'inconscient, en tout cas au début, a distingué en fait différentes parties dans les zones de la psyché humaine. Il y a une première partie donc, dans la psyché humaine qu'il appelle le conscient, donc c'est tout ce dont je viens de vous parler, voilà, je suis conscient de ce qui se passe, etc. Mais en même temps, je ne peux pas être conscient de tout. Parce que si j'étais conscient de tout, mon cerveau exploserait, quoi. Je ne pourrais pas traiter toutes les informations à la fois. Pourtant, mon cerveau traite quand même ces informations-là. Eh bien, il y a toute une partie qu'il a appelée le préconscient, c'est-à-dire une partie dont je ne suis pas forcément consciente, mais si je tourne un petit peu mon champ de conscience, je peux retrouver les informations, je peux retrouver les choses assez facilement. Donc c'est une partie à la fois inconsciente, mais qui peut facilement devenir consciente. Et puis il y a toute la partie inconsciente à laquelle je n'ai pas accès. La partie inconsciente à laquelle je n'ai pas accès, eh bien, ce sont tout ce dont je ne me souviens pas, mais que pourtant j'ai vécu. Par exemple, j'étais enfant, j'ai vécu toute mon enfance, j'ai enregistré des informations, j'ai fait des choses. Rares sont ceux qui arrivent à se souvenir de leur vie d'enfant. Je parle de petite enfance, 4, 5 ans, 6 ans. Alors on a quelques souvenirs comme ça, mais en général on ne se souvient pas tout. Pourtant on l'a vécu. Eh bien tout ça, c'est quand même enregistré quelque part dans notre inconscient. Et il y a même un lien, Freud fait un lien très étroit aussi, avec le corps physique, dans la mesure où cette mémoire-là, finalement, elle est stockée quelque part dans le corps physique. Elle est enregistrée, on n'y a pas forcément accès, mais elle est enregistrée quelque part dans notre corps physique. Et donc, c'est comme ça que finalement, on arrive à faire le lien entre notre corps et puis tout ce qui se passe à l'extérieur et avec notre esprit. Certaines traditions plus orientales, voire même ésotériques, parlent d'un lien étroit entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, c'est pas encore du domaine du commun, mais en tout cas, on parle de plus en plus du lien entre le corps et l'esprit. Traditionnellement, dans la médecine moderne, on a complètement dissocié le corps, on le traite comme quelque chose de complètement séparé de tout ce qui se passe dans l'esprit. On est en train progressivement d'y revenir, de voir à quel point finalement des troubles ou des problèmes psychologiques, entre guillemets, enfin en tout cas de ce qui anime une personne dans sa psychologie, peut se répercuter et va nécessairement, à mon sens, se répercuter dans son corps, dans son énergie, dans ce qu'elle vit physiquement et corporellement. Il n'y a qu'à voir, prendre un exemple très simple, quand vous êtes animé de bonnes pensées, quand vous recevez une bonne nouvelle, tout d'un coup, plein d'énergie dans le corps, envie de faire plein de choses, etc. Vous y allez, vous êtes plein d'entrain, plein d'enthousiasme. Une mauvaise nouvelle, vous vous sentez abattu, plus d'énergie, etc. Donc vous voyez, il y a un lien étroit finalement entre votre corps, qui est a priori, qui est votre quantité d'énergie, qui est a priori gérée par votre corps, parce que c'est dans le corps qu'est stockée l'énergie, et puis votre esprit. Donc il y a vraiment un lien très étroit corps-esprit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure au début de la conférence de ces plusieurs parties de nous. En général, il y a une partie très importante de nous à laquelle on ne fait pas souvent attention, c'est nos émotions. J'ai peur, je suis en colère, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis dépité, je suis heureux, je suis triste. Nos émotions
sont là toute la journée. Émotion, dans le mot émotion, il y a motion, quelque chose qui se déplace, ça circule. C'est très lié à l'énergie finalement du corps. Voilà, je suis triste et puis la seconde d'après, je vais être heureux. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça se déplace, c'est très fluctuant. Le corps est en lien étroit avec les émotions. Quand on ressent quelque chose, en fait, c'est l'énergie du corps qui se déplace. Et du coup, le corps, pour trouver un moyen de donner un message, va finalement utiliser ce qu'on appelle le corps émotionnel, ou tout simplement l'émotion, pour transmettre un message. Cette émotion va avoir besoin de circuler. Comme je vous ai dit, l'émotion, ça bouge, c'est de l'énergie. Pourquoi ? Parce que ça rééquilibre le corps, ça remet les choses en place, et en même temps, ça donne une information à l'esprit conscient, à notre mental, qui a besoin lui aussi de savoir ce qui se passe, qui a besoin de savoir comment les choses se passent, qui a besoin de savoir, qui a besoin de lui d'organiser, d'analyser, de planifier, de gérer les choses. Toutes les parties de nous sont importantes, toutes les parties de nous ont un rôle. J'entends souvent dire, oui, il faut lâcher le mental, faut pas faire attention au mental, c'est notre pire ennemi, ou je ne sais quoi. Il y a souvent cette idée-là que le mental, c'est pas bien. Ou au contraire, des gens qui raisonnent que par le mental, qui sont extrêmement cartésiens, qui vont utiliser cette partie-là d'eux pour se gérer tout le temps. Je dirais que l'un comme l'autre, à mon avis, ça peut pas marcher. Parce que si on est fait comme ça, c'est qu'on a besoin de tous ces aspects-là de nous-mêmes. Donc le mental est aussi une partie de nous qui est très important. Et si on n'avait pas de mental, on ne pourrait pas se structurer, on ne pourrait pas s'organiser, on ne pourrait pas planifier finalement tout ce qu'on a à planifier dans notre vie. Par contre, souvent entre le mental et l'émotionnel, ça fight. C'est une guéguerre, il y a une guéguerre, c'est pas toujours évident de concilier les deux. Il y a l'esprit de l'émotionnel qui dit moi j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai peur, je veux pas, c'est comme ça, il se passe ça, ça voudrait bien s'exprimer. Le mental qui dit non, tu t'exprimeras pas, on fera ça plus tard, ou qui fait pas attention, qui est pris dans d'autres trucs, dans d'autres pensées, etc. Et souvent, il y a une dissociation entre les deux, entre émotionnel et mental. Et du coup, on n'arrive pas à gérer. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à gérer ? L'émotion qui devrait, comme je vous ai dit, tourner à l'intérieur du corps, elle ne tourne plus. Elle est quelque part bloquée, entravée par le mental. Je suis dans une situation qui me convient pas du tout, je veux m'en aller, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de partir. Mais mon mental me dit non, tu vas pas partir, il faut rester pour X ou Y raison. Ou il peut y avoir plusieurs cas de figure où il va y avoir un conflit finalement entre ce que pense le mental et ce que sent le message de l'émotion. Et donc, à partir du moment où l'émotion est bloquée, elle va s'arrêter de circuler. Et ce qui se passe quand l'émotion s'arrête de circuler, on peut se sentir vide, on peut se sentir sans vie, on peut se sentir démoralisé. Ça peut être passager. Mais il peut y avoir des situations beaucoup plus extrêmes où on vit quelque chose de très très fort émotionnellement. Je pense par exemple à un accident de voiture, quelque chose qui nous arrive et qui va être extrêmement, qui va susciter, en tout cas générer beaucoup d'émotions. Une perte de travail, une séparation, quelque chose qui va être très perturbant pour nous. Si on laissait complètement aller à l'émotion, on ne serait pas du tout capable de gérer, ne serait-ce que tenir debout. On serait une crise sur pattes, une crise ambulante, ou voire même on pourrait complètement être anéanti. Donc que fait le mental ? Il y a une espèce de sécurité qui va faire que hop, je bloque l'émotion
Et du coup, je gère, je gère là dans ce qui est à gérer, et je me débrouille pour que les choses tournent, pour que les choses puissent continuer à fonctionner. Ce qui est le souci du mental, hein, que ça continue à fonctionner, que ça continue à fonctionner, que ça continue à fonctionner. Et je m'en occuperai plus tard, ou pas. Et c'est je m'en occuperai plus tard ou pas qui souvent pose problème. Souvent dans notre enfance, on vit des tas de trucs qui ne sont pas justes pour nous, qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas en accord, en harmonie avec tout ce avec ce qu'on est. Pourquoi ? Parce qu'il y a le monde des adultes, il y a le monde de la matière telle qu'elle est faite, et on n'est pas forcément en accord avec ça. On peut aussi vivre des choses fortes ou subir des choses fortes, et du coup on n'a aucun moyen de réagir, on n'a pas les mots, on n'a pas ce qui nous permet d'exprimer ou de vivre l'émotion jusqu'au bout. Et donc que fait l'enfant pendant une bonne partie de sa vie ? Il stocke, il accumule, il accumule, il accumule. C'est vrai aussi de l'adulte, hein. Plus tard dans nos vies, souvent on accumule des choses, on ne les traite pas toujours, on ne s'occupe pas forcément de notre émotionnel. Cet émotionnel, il a besoin de sortir à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il va faire quand... donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle la censure, ce que Freud a identifié par la censure. C'est tout ce dont on n'est pas conscient, mais qu'on a accumulé, qui n'était pas forcément en accord avec nous, mais qu'on a bloqué à l'intérieur de nous, parce que si on le débloque, eh bien, il pourrait y avoir une énergie trop forte, une quantité d'émotions tellement forte que ça nous mettrait en péril. Donc, quelque part, l'inconscient, la censure, eh bien, elle nous sert. Elle nous sert également aussi à ne pas se laisser aller à des pulsions, à ce qui pourrait nous venir comme ça, d'une façon très vive, sans qu'on puisse gérer quoi que ce soit derrière. Donc la censure est un frein, c'est un peu un garde-fou, mais s'il y a trop de censure, si on s'en sert pour justement nous empêcher de vivre, d'être pleinement nous, l'inconscient, il va falloir qu'il trouve un moyen finalement de gérer ce trauma, cette accumulation à l'intérieur de nous, pour pouvoir continuer à fonctionner d'une façon optimum, à libérer l'émotion, à libérer l'énergie, la quantité d'énergie qui est enfermée à l'intérieur de nous. Nous avons tous des tonnes et des tonnes d'énergie à l'intérieur de nous qui ne demandent qu'à être libérées, qui ne demandent qu'à être orientées de la bonne façon. Seulement, on a souvent peur de laisser sortir ça, on a souvent peur de se laisser aller à des choses qu'on ne maîtriserait pas, qu'on ne serait pas capable de canaliser. Eh bien, ça va être un jeu tout subtil, finalement, d'arriver à se réapproprier toutes ces parties de nous, toutes ces énergies bloquées, tous ces traumas, finalement, qui sont restés à l'intérieur de nous, de la bonne façon, de façon à ce qu'ils nous servent et de façon à ce qu'on puisse en faire quelque chose. L'inconscient, pour ça, est à notre service. L'inconscient va sans arrêt se débrouiller pour tenter de nous faire prendre conscience de ce dont on a besoin de s'approprier, de travailler, de laisser sortir, d'exprimer. Et comme on a la censure et que ça pourrait être trop violent pour notre esprit conscient, eh bien il va se débrouiller pour nous manifester ça par des rêves. On peut souvent avoir des rêves qui vont nous donner des informations, qui vont nous indiquer des choses, ou qui vont simplement rééquilibrer l'énergie à l'intérieur de notre corps, mais d'une façon toute douce, puisque nous rêvons, nous dormons, et donc là, la partie consciente de nous est beaucoup moins importante. On peut avoir conscience, mais on peut avoir conscience de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus subtiles à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez vu Vice Versa, le film justement qui parle beaucoup c'est un dessin animé, pardon, des émotions
justement comment ça fonctionne. Et on voit dans ce film-là très bien, c'est bien illustré comment pendant le moment de sommeil, finalement, l'inconscient se débrouille au travers du rêve pour faire passer toutes les informations qu'il n'a pas pu faire passer pendant la journée. Là, c'est un peu ça, finalement, le rôle du sommeil et du rêve, et du coup, cet accès à l'inconscient, c'est de faire passer, de permettre au message de se libérer, et du coup de faire une réharmonisation globale du corps et de l'esprit. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui va être très important, avec lequel on va travailler en hypnose, c'est-à-dire on va faire en sorte que tout ce qui est... alors souvent, pourquoi est-ce qu'on va venir voir un hypnothérapeute ? C'est bien, ça peut être pour des problèmes de comportement, par exemple. J'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de perdre du poids. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de fumer, on me l'a déjà dit plein de fois, je sais que c'est pas bien. Je vois tous les jours sur mon paquet de cigarettes fumer dessus, pardon. Et voilà l'état des poumons d'un fumeur, etc. Donc je sais que c'est pas bien, mais par contre, j'ai beau savoir, je continue quand même, c'est plus fort que moi. Pourquoi c'est plus fort que moi ? Parce qu'il y a toute une partie de moi qui me dit vas-y fume, parce que c'est bien, ça permet de gérer quelque chose, ou ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, ça va pas te faire du bien forcément de la façon dont toi tu penses, mais ça te fait du bien pour autre chose. Et donc il y a souvent ce qu'on appelle un bénéfice secondaire dans tous les comportements qu'on a. C'est-à-dire que consciemment, j'arrive en retard tout le temps, j'arrive pas à me caler sur les horaires, je suis tout le temps en retard. Ok, ça me rend pas forcément service tout le temps, j'aimerais être à l'heure. Puis sur le coup, je me dis, mais franchement, t'es nul, tu pourrais arriver à l'heure, etc. Enfin voilà, pourquoi t'y arrives pas, etc. J'ai pas de bénéfice à arriver en retard quand je regarde consciemment. Par contre, j'ai un bénéfice secondaire à arriver en retard, c'est-à-dire que ça va satisfaire un message, à une croyance à l'intérieur de moi qu'il faut que j'arrive en retard. Ou que si j'arrive à l'heure, il va se passer quelque chose du coup, qui sera terrible, et il vaut mieux que j'arrive en retard pour éviter d'arriver à l'heure et qu'il se passe quelque chose de terrible. C'est un peu la sagesse Shadok, mieux vaut continuer à pomper même si on ne sait pas pourquoi on pompe, plutôt que de prendre le risque qu'il se passe quelque chose si on arrêtait de pomper. Donc on continue comme ça et on perpétue des schémas, on perpétue des façons de fonctionner, qui bien souvent s'enracinent aussi, je vous ai parlé de l'inconscient, de tout ce dont on n'était pas conscient, mais l'inconscient est beaucoup plus large que ça, puisque il y a aussi tout l'inconscient familial. Alors ça, c'est plutôt Jung qui a mis en évidence cette notion d'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, donc, qui est un des pères aussi de la psychologie moderne, et qui a travaillé avec Freud beaucoup, donc a mis en évidence cette notion d'inconscient collectif, où il a montré que finalement, des personnes donc dans un état modifié de conscience, je vous passe les détails, comment il a travaillé là-dessus, comment il est arrivé à ça, mais il s'est rendu compte que certaines personnes avaient accès au travers d'eux-mêmes, dans leur inconscient, à des informations qu'ils n'avaient pas vécues. Alors des informations qu'ils n'avaient pas vécues, ça peut être des gens qui étaient capables de décrire des lieux ou des personnes ou des endroits qu'ils n'avaient jamais rencontrés auparavant, qui pouvaient parler de culture, ancestrale, dans d'autres parties du monde, pour lesquelles ils n'avaient jamais été, ou qui étaient capables de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'est comme ça que Jung a progressivement mis en place cette notion d'inconscient collectif. Et d'ailleurs, il y aura une conférence cet après-midi, je vous invite à y aller, sur les archives akashiques, qui traite particulièrement de ce sujet, où finalement, il a mis en évidence qu'on était capable, par notre inconscient, d'accéder à une base de données, d'informations
finalement générale, qui est plus liée soit à l'histoire de l'individu, donc au travers de sa famille, soit à l'histoire d'un peuple, d'un pays, d'une humanité. Donc pour vous dire qu'il y a dans l'inconscient finalement beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Et là, quand on commence à traiter ces parties-là, on commence à rejoindre un peu toutes les grandes traditions de spiritualité, où voilà, il y a accès à des informations finalement dont on n'a pas forcément conscience. Donc je vous disais ça pour vous dire que il y a des choses aussi qui m'agissent à l'intérieur de moi dont je ne suis pas forcément conscient et ni dont je ne suis pas forcément l'auteur. Je pense par exemple aux mémoires familiales. Salut ma mère qui est là et ma tante qui sont là aussi. Voilà, il y a des choses qui sont transmises à travers cette histoire familiale. J'ai reçu des choses de ma famille qui forcément aujourd'hui font ce que je suis et m'anime aujourd'hui encore tel que je suis. Ces mémoires-là, elles sont quelque part, elles font partie du patrimoine collectif, à la fois de l'humanité, mais aussi du clan. Elles ont besoin d'être vécues, d'être mises à jour. Souvent, il y a des mémoires qui ne sont pas résolues dans une histoire familiale. Il y a des mémoires, il y a des traumas, des chocs, des traumatismes. Il y a beaucoup de nos ancêtres ont vécu des guerres, ont vécu des choses qui ont été terribles, qui ont perturbé la famille ou l'histoire familiale d'une façon ou d'une autre. Comme je vous ai dit, l'inconscient, la censure, bloque ça pendant un moment, de façon à pouvoir continuer. Je pense à une guerre, quand il y a une guerre, il faut avant tout manger, etc. Il faut rester en vie. On ne va pas s'occuper forcément de son émotionnel ou de ce qu'on ressent. On fait en sorte de continuer à vivre. Si l'ancêtre qui était avant moi ne s'est pas occupé de son histoire, forcément, par le biais de cet inconscient collectif, ça va se transmettre aux descendants, aux générations descendantes, jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe ou jusqu'à ce que quelqu'un en prenne conscience et honore finalement cette mémoire, honore cette partie qui a besoin d'être honorée. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet de comment ça marche avec l'hypnose. Parce que dans l'hypnose, on va justement réhabiliter, permettre à ces différentes parties à l'intérieur de nous d'être réhabilitées. Et cette partie de moi qui a besoin d'arriver en retard parce que sinon elle a peur, eh bien, à partir du moment où je l'accueille, à partir du moment où je l'honore, à partir du moment où je la rassure et je lui donne ce dont elle a besoin, eh bien peut-être qu'elle va se calmer et peut-être qu'elle va trouver un autre moyen pour s'exprimer que d'arriver en retard. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir amener du changement, amener du renouveau finalement dans ma vie et libérer une quantité d'énergie qui était utilisée à faire en sorte de compenser finalement quelque part des parties de moi qui n'étaient pas forcément opérationnelles. Je vais pouvoir réinvestir cette quantité d'énergie, l'émotion va pouvoir se libérer et du coup je vais aller vers d'autres aventures, vers un autre épanouissement. Et ça, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de l'hypnose, du processus d'hypnose. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypnose ? Je vais aller maintenant sur un niveau plus pratique. Qu'est-ce que c'est l'hypnose ? Comment ça marche ? Eh bien, on va faire en sorte, pendant une séance d'hypnose, de favoriser la présence de l'esprit inconscient et donc de toutes ces parties dont je vous ai parlé, qui peuvent être des mémoires, qui peuvent être quelque chose que j'ai vécu à l'intérieur de moi, quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de moi. Et on va faire en sorte que ces parties-là à l'intérieur de moi se remettent à dialoguer, à échanger ensemble. Et que l'énergie, du coup, par ce dialogue, se remette à fonctionner. On le voit quand vous êtes, on voit dans nos vies, quand on est dans tout seul, entre nous et nous-mêmes, on peut parfois être bloqué, ressasser tout le temps la même idée, on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis tout d'un coup, on rencontre une personne qu'on aime bien, ou on va voir un collègue de bureau, etc. Puis on se met à discuter, à échanger.
Et puis là, il se passe quelque chose. Rien que l'échange, le dialogue avec ce collègue ou cette personne qu'on rencontre, et bien tout d'un coup, hop, la solution à notre problème, elle commence à émerger, on commence à voir les choses différemment. Vous voyez que de ce dialogue, finalement, de cet échange d'énergie, ben finalement, peut naître quelque chose de nouveau et naît une nouvelle perspective. Eh bien, on va faire ça en hypnose. On va faire exactement la même chose, mais à l'intérieur de nous, entre ces différentes parties qui ont besoin de dialoguer et d'échanger. Et donc, eh bien, dans une séance d'hypnose, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'état de transe. Donc c'est un grand mot, hein, c'est pas de la transe, je me mets à danser, je perds complètement le contrôle de moi-même et je me laisse emporter. Ce qu'on appelle la transe en hypnose, c'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire où je suis conscient de ce qui se passe, mon esprit conscient reste, continue à fonctionner, continue à être aware de ce qui se passe, de tout ce qu'il y a autour de soi et à l'intérieur, mais avec en plus la présence de l'esprit inconscient, de façon à initier et à commencer à initier ce dialogue à l'intérieur de nous. La transe, hein, donc ce qu'on appelle la transe, c'est un état qui est naturel en nous. Tous les jours, on est en état de transe. Quand on se réveille le matin, on est un peu entre deux eaux, on n'est pas complètement là, présent à ce qu'on est en train de faire, on est encore un peu dans notre monde, dans notre pensée. Ben voilà, ça c'est ce qu'on pourrait appeler un état de transe. Il y a l'esprit inconscient qui est là, il y a les émotions qu'on ressent, on n'est pas forcément voilà, dans notre tête, pas forcément conscient de ce qui se passe. Quand on est en train de conduire, par exemple, ça c'est un bel exemple. Quand vous avez appris à conduire, bah, vous étiez probablement super attentif à tout ce qui se passait, voilà, la façon de conduire, passer les vitesses, regarder les panneaux derrière, les rétros, etc. Vous avez fait un effort conscient pour apprendre à conduire. Bah, une fois que vous avez fait cet effort et que vous avez appris à conduire, maintenant vous savez conduire. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous pouvez faire tout un trajet de votre domicile à votre travail sans penser du tout une seule fois au fait que vous conduisez. Pourquoi ? Parce que vous le faites tout seul. Vous pouvez aller du point A au point B, penser à plein d'autres choses, et puis vous rendre compte que vous êtes arrivé au point B, et puis sans vous rappeler forcément de tout ce qui s'est passé sur la route. Pourquoi ? Bah parce que votre esprit inconscient l'a fait pour vous. Parce que vous avez travaillé consciemment, ça a fait son chemin dans votre être, dans tout votre être, dans votre corps, vous avez intégré, et maintenant vous n'avez même plus besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Eh bien, c'est exactement le même genre de travail en hypnose, c'est-à-dire que on va aller rechercher, favoriser la présence de l'esprit inconscient et éventuellement rechercher certaines mémoires, certains blocages, revivre certaines choses, les travailler d'une façon extrêmement douce, extrêmement sécurisée, puisque ça se passe dans un cabinet, en individuel, la zone est sécurisée, vous êtes assis dans une chaise, dans un canapé. Vous revivez quelque chose, il se passe quelque chose, vous revivez quelque chose à la fois consciemment et inconsciemment, il se passe quelque chose, et puis vous résolvez, puisque je vous ai dit que l'esprit conscient est là aussi, il est en mesure de traiter certaines informations ou de gérer certains blocages qui n'auraient pas pu être gérés avant, et puis une fois que c'est géré, ça repart dans l'inconscient. L'inconscient continue de s'en occuper, de gérer le traumatisme. Et puis, vous retournez dans votre vie avec une nouvelle conscience, une nouvelle énergie et un nouveau départ, un nouvel apprentissage qui fait désormais partie de vous. Et c'est ça qui est magique et qui est miraculeux et qui est extraordinaire dans ce travail avec l'hypnose, c'est qu'on peut rentrer dans une séance d'hypnose,
être un fumeur et sortir d'une séance d'hypnose et ne plus fumer, ne plus avoir besoin de fumer. J'ai reçu là une personne il y a quelques jours qui est venue me voir il y a 15 jours pour arrêter de fumer et elle m'a dit c'est génial, je suis ressorti et j'ai pas envie de fumer, voilà, je me sens bien, ça travaille, ça a fait son chemin. Alors de temps en temps elle a des envies, l'idée lui vient, mais c'est qu'une idée, ça passe très vite. Pourquoi ? Parce qu'au niveau au niveau de son esprit inconscient, finalement, le message qui l'a poussé à fumer, à s'allumer cigarette sur cigarette, eh bien, il a été traité, il peut s'exprimer d'une autre façon. Donc, il n'a plus besoin de lui faire, coûte que coûte, allumer une cigarette. Dernière chose aussi que je voulais vous dire, parce que souvent on pose la question, puis c'est une question vraiment de société aujourd'hui, tout ce qui est antidépresseur, justement, je trouve que ça illustre bien aussi tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai parlé de ces émotions bloquées à l'intérieur de nous. Quand les émotions ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas bloquer à l'intérieur de nous, elles ont besoin de se faire un chemin. Souvent, quand les personnes vivent des traumatismes, elles ne peuvent pas s'en occuper. Des fois, ça rentre en résonance avec des traumatismes antérieurs dont elles n'ont pas trouvé la solution. La réponse de la médecine moderne, quand quelqu'un va mal, c'est souvent antidépresseurs, anxiolytiques, médicaments qui permettent finalement de gérer, de temporiser l'émotion. Enfin, c'est présenté comme ça va aller mieux. Ça va aller mieux, pourquoi ? Parce qu'en réalité, les antidépresseurs agissent sur la sérotonine, qui est une hormone qui va créer une barrière, renforcer la barrière entre notre esprit conscient et notre cerveau émotionnel. Et donc cette barrière va se renforcer, ce qui fait que la personne va être beaucoup moins consciente de ce qui l'anime émotionnellement. Et c'est pour ça que ce qu'elle vit à l'intérieur va être beaucoup plus supportable parce qu'elle est moins en contact avec ça. Mais ça ne veut pas dire que l'émotion n'est pas là. Et donc ça va être super important de continuer à s'occuper de cette partie émotionnelle, même si on est sous antidépresseur, parce qu'elle a besoin aussi d'être traitée. Je pense avoir fait le tour du sujet. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer la conférence ? Par rapport à ce que je viens de dire, oui. Oui, sur la perte de poids. Oui. Alors sur la perte de poids, c'est pareil, on est dans ce même cas de figure finalement. J'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps. Ça peut être. Alors dans la perte de poids, c'est délicat parce qu'il peut y avoir plusieurs motivations à la perte du poids. Est-ce que c'est parce que je veux ressembler aux affiches là, et du coup j'ai enregistré un modèle auquel je voudrais absolument coller, ou est-ce que je suis vraiment trop gros et je me sens mal dans mon corps et ça influe sur ma santé et je veux perdre du poids. Donc il y a déjà identifié l'intention. Donc dans toute séance d'hypnose, en tout cas dans les miennes, je fais un bref échange, un bref entretien pour identifier tout ce qui est quelles sont les motivations finalement au changement. Parce qu'il faut vraiment s'assurer des motivations, que les intentions soient justes et louables pour vous. Si c'est pour ça aussi, j'ai pas parlé il y a toute une partie éthique aussi dans l'hypnose. On peut pas faire non plus n'importe quoi avec l'hypnose. Il faut que ça marche avec votre système de valeurs. Mais on revient là aussi de toute façon à la partie consciente, qui est plus liée au système de valeurs, et inconsciente, qui va être liée à tout ce qu'on porte. Donc sur la perte de poids, c'est pareil, si je prends du poids, c'est que j'ai besoin, quelque part, il y a un bénéfice secondaire à prendre du poids. Donc ça va être intéressant d'aller identifier ce bénéfice secondaire pour pouvoir le nourrir d'une certaine façon ou l'orienter d'une certaine façon, ce qui fait que vous n'ayez plus besoin de prendre du poids pour satisfaire à ce bénéfice secondaire. Donc voilà, on va travailler comme ça. Et
j'ai souvent aussi des personnes qui viennent me voir pour ça, et souvent quand elles identifient ça, ben, c'est vrai qu'au niveau de la régulation de ce qu'elles absorbent, ça va beaucoup mieux ensuite. D'autres questions avant de clôturer? Oui? Il paraît qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être hypnotisés et d'autres qui rentrent dans des états de transe beaucoup plus facilement. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont eu du mal à Oui, tout à fait. Ouais, il y a effectivement, il y a des personnes qui résistent entre guillemets beaucoup plus que d'autres, qui se laissent facilement aller à leur intérieur, à ce qu'ils vivent. C'est pas un problème. S'il y a des résistances, c'est que ces résistances ont besoin d'être là. Si la personne lâchait immédiatement toutes ces résistances, peut-être qu'il pourrait se passer justement quelque chose de très violent pour elle, et ça serait pas convenable dans une séance d'hypnose ou dans une hypnose de spectacle où personne va la prendre en charge derrière. Donc si ces barrières sont là, c'est qu'il y a besoin, et dans ce cas-là, il faut travailler d'une façon beaucoup plus subtile et permettre peut-être à la personne de prendre le temps de se rassurer, d'être plus à l'aise pour pouvoir aller de plus en plus en profondeur et avoir accès à d'autres types d'informations. Ok, je vais devoir m'arrêter là au niveau des questions. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Si vous voulez qu'on échange, je vais être disponible, je vais aller sur la table conférence juste là. Je pourrais vous donner des cartes de visite également si vous êtes intéressé. Si vous souhaitez aussi vous inscrire sur ma mailing list, n'hésitez pas, je vais la rapporter pour être tenu informé de mes actualités. Je vais très probablement animer des ateliers de groupe en hypnose. Vous pourrez participer à un atelier de groupe pour voir, expérimenter davantage l'hypnose et voir quel effet ça peut vous faire et voilà, quel est cet état de transe dont j'ai parlé. Donc merci beaucoup et bonne fin de journée, bon service. Bonsoir.